Bonjour. Alors, l'objectif de ce vidéo, c'est de vous donner un corrigé type du TD2 pour l'option dans le module de microbiologie. Alors, pour suivre ce corrigé, vous avez besoin du polycopier des TD sous vos yeux, car évidemment, tout l'enregistrement va concerner des questions posées dans le poly et tout le temps, je vais faire référence aux informations qui sont présentées dans le polycopier. Donc, vous avez besoin de ce document en plus quand vous regardez la vidéo. Donc, TD2, c'est un cours qui concerne la nutrition, la croissance et le métabolisme des bactéries, et notamment deux souches. Une souche Gram-, qui est l'Escherichia coli, une bactérie anaérobie facultative, prototrophe, qui est capable d'effectuer la respiration aérobie et anaérobie, et Leuconostoc mesenteroides, qui est une bactérie lactique Gram-positive, anaérobie aérotolérante, mais qui a besoin de nombreux facteurs de croissance. Donc, dans la première partie du TD, on présente 3 milieux de culture. Et la première question, c'est de donner la définition, ou c'est un terme qui qualifie les milieux 1, 2 et 3. Alors le milieu 1, c'est un milieu synthétique, que l'on peut aussi qualifier de milieu minimum, parce que tous les composantes dans le milieu sont connues avec précision, et on voit que le milieu ne contient que des sources inorganiques de phosphate, de phosphore, de soufre et d'azote, une seule source de carbone organique, qui est le glucose, et aucun facteur de croissance. Donc, le milieu 2, c'est également un milieu synthétique, car on voit dans la composition de milieu que la totalité des composantes de milieu sont listées avec précision, tandis que le milieu 3, c'est un milieu complexe. Pourquoi c'est un milieu complexe? On voit qu'il n'y a que 1, 2, 3, 4 composants dans le milieu, donc on dit ah ouais, c'est super simple ça. Oui, c'est simple à faire, mais c'est néanmoins un milieu complexe. Pourquoi? Parce que dans un milieu complexe, on ne connaît pas toutes les composantes précisément. Donc notamment dans l'extrait de levure, ça va être un mélange complexe de composés organiques et on ne les connaît pas tous. Mais on imagine que bon, bah, il y a tout ce dont une cellule a besoin pour pousser, ça va être quelque part dans ce milieu complexe. Alors, donc ça c'est définition de ces différents milieux. Ensuite, quelles sont les sources de carbone? Bah, pour le milieu 1, ça c'est clair, on n'a qu'une seule source de carbone organique, qui est le glucose. Dans le milieu 2, on a 25 grammes par litre de glucose. Donc clairement, ça va être une source de carbone possible pour les bactéries. Et on a aussi tout un tas d'acides aminés, de bases pyréniques, pyridéminiques et des vitamines qui sont des composantes organiques également. Par contre, si on regarde la composition du milieu, ou la concentration de ces composés, donc les acides aminés, on met 100 à 200 microgrammes de chaque. Pour les bases nucléotidiques, et purine et pyrimidine, 10 mg de chaque. Pour les vitamines, 10 microgrammes à 1 mg de chaque. Donc on a des quantités extrêmement faibles de chacune de ces composants organiques des acides aminés, les purines, pyrimidines et les vitamines. Donc ces composés-là ne pourront pas être utilisés comme une source de carbone pour
soutenir le métabolisme et la croissance des bactéries parce qu'elles ne sont pas présentes en quantité suffisante. Donc, ce que l'on cherche pour source de carbone dans un milieu, c'est quelque chose qui est là au minimum à 1 à 10 grammes par litre, concentration minimum. Disons, tout ce qui est dans des milligrammes par litre ou des microgrammes par litre, il n'y en a pas assez. Donc, la source de carbone, c'est clairement le glucose. Et une autre source de carbone possible, qu'on peut imaginer que des bactéries pourraient utiliser, c'est peut-être une autre chose dans ce milieu, c'est peut-être l'acétate. On ne dit pas que le Conostoc est capable d'utiliser cette source de carbone, mais néanmoins, c'est une molécule de carbone organique qui est présente à des concentrations relativement élevées, donc on peut qualifier ça comme une source de carbone. Alors, dans le milieu 3, on a également le glucose, qui est évidemment une source de carbone possible, et on a des peptones qui sont présentes en concentration de 5 grammes par litre. Alors les peptones, c'est quoi? Ce sont des hydrolysats de solutions de protéines. Donc ce sont des petits peptides. Donc clairement, on a une source organique de carbone et d'azote chez les peptones. Donc, est présente à 5 grammes par litre, donc peut-être suffisamment pour fournir l'énergie pour la croissance. Alors, dans notre deuxième question, bon, bah, c'est quoi la source d'énergie? Bah, toutes ces bactéries-là, donc c'est la source de carbone qui va être la source de l'énergie, ça ne va pas être des bactéries phototrophes, ce sont des bactéries chimiotrophes, donc c'est la source de carbone qui sera utilisée comme la source d'énergie. Donc c'est exactement la même chose. Et pareil pour la source des électrons ici. Alors, facteurs de croissance, est-ce qu'il y en a alors, quels sont les facteurs de croissance dans le milieu 2? Donc, il y a un milieu synthétique avec de nombreux facteurs de croissance ajoutés précisément dans le milieu. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que bon, on a 3 types de facteurs de croissance, des acides aminés, des bases, purine et pyrimidine, et aussi les vitamines. Donc, ce sont les 3 types de facteurs de croissance qui sont inclus dans le milieu 2 et qui sont absents dans le milieu 1. Alors, quel est le type nutritionnel de ces bactéries? C'est la question suivante. Bah, j'ai réorganisé un petit peu parce que je trouvais que la question-ci, ça suit plus facilement pour moi. Donc, type nutritionnel, donc quand vous avez une question comme ça doit vous faire tilt et vous devez penser directement à phototrophe, chimiotrophe, autotrophe, lithotrophe, etc. Des termes comme ça. Donc, on avait déjà vu que la source d'énergie, d'électrons et de carbone, c'est le glucose, dans ces 3 milieux principalement. Donc, ce sont des bactéries qui utilisent du carbone organique comme source de leur carbone, énergie et électrons. Donc, ce sont des bactéries qui sont chimio-hétérotrophes. Donc, Escherichia coli et le Conostoc mesenterides sont toutes les deux des souches chimio-hétérotrophes. Alors, la question 5. Escherichia coli peut-elle croître dans le milieu 2 et le Conostoc dans le milieu 1 en présence d'oxygène? Donc, pour la première partie, Escherichia coli peut-elle croître dans le milieu 2? Bah, si elle est capable de pousser dans le milieu 1,
si on compare les compositions des deux milieux, on a quelque chose qui est assez semblable, sauf que dans le milieu 2, on a un milieu synthétique qui est supplémenté avec tout un tas de facteurs de croissance. Donc si une bactérie peut pousser dans le 1, elle va forcément pousser dans le milieu 2. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Parce que l'euconostoc, dans l'énoncé, il est dit que le leuconostoc a besoin de multiples facteurs de croissance qui sont présents dans le milieu 2, mais non pas dans le milieu 1. Donc la réponse pour cette question-là, est-ce que le leuconostoc peut croître, peut pousser dans le milieu 2? Non, dans le milieu 1. La réponse est non. Alors, toutes les deux en milieu 2 en présence d'oxygène. Milieu 2, milieu 3. Bah, c'est un petit peu dans le poly. On voit que Escherichia coli, le Leuconostoc mesenteroides, c'est sur le poly et c'est un milieu complexe. Donc, on peut imaginer que l'ensemble des facteurs de croissance nécessaires pour le Leuconostoc seraient présents dans l'extrait de levure, c'est-à-dire tous les acides aminés sont présents dans les peptones. Dans l'extrait de levure, on doit avoir des bases nucléotidiques et des vitamines. Donc la réponse est oui. Alors, et la dernière partie de cette question-là, donc expliquer pourquoi le conostoc est dépendante des différentes substances listées dans le milieu 2. C'est-à-dire si on doit apporter ces composantes dans le milieu de culture, ça veut dire que le conostoc, ou au moins cette souche-là, ne peut pas les synthétiser elle-même. C'est-à-dire elle est alors prototrophe ou auxotrophe. Prototrophe, ça veut dire que la bactérie peut synthétiser toutes les composantes nécessaires pour la croissance à partir de sources de carbone très très simples, tandis que une bactérie auxotrophe pour tel ou tel apport nutritif n'est pas capable de synthétiser elle-même. Donc ça veut dire que le Leuconostoc mesenteroides est auxotrophe pour plusieurs de ces composantes, c'est-à-dire plusieurs facteurs de croissance. C'est-à-dire les acides aminés, purine, pyrimidine et vitamines. Donc le mot ici, auxotrophe. Et dans l'énoncé, vous devez être capable de trouver cette réponse parce que dans l'énoncé, il est noté que voilà, le Leuconostoc mesenteroides a besoin de nombreux facteurs de croissance. Si c'est le cas, c'est qu'elle n'est pas capable de synthétiser elle-même. Ok, donc ça, ce sont pour les questions 4, 5 ou 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une question sur l'import et le métabolisme du glucose. Donc le glucose doit être phosphorylé pour être transporté dans les bactéries par le mécanisme de translocation de groupe du système de phosphotransférase. Et quelle est l'importance de cette phosphorylation? Bon, c'est une question de cours. Donc je reproduis la partie de la figure ici. Alors,
Donc, ce qu'on voit sur la figure ici, c'est que bon, ben, on a le glucose à l'extérieur, dans le périplasme de la bactérie, qui va être importé par la composante transmembranaire 2C du système. Et lors de l'import, le glucose va être phosphorylé en même temps. Alors, pourquoi ça c'est important et intéressant pour la bactérie? Bah, c'est parce que la première étape dans le catabolisme du glucose, c'est la phosphorylation sur la position 6. Donc, c'est la première étape. C'est la phosphorylation. Et du coup, avec ce système d'import TS permet d'effectuer deux processus en même temps, juste avec la dépense d'une seule molécule d'ATP. Donc c'est donc l'alternative, ce serait de faire un import via un système de transport ABC, cassette de fixation d'ATP. Dans ce cas-là, il faudrait dépenser de l'ATP deux fois, une fois pour importer le glucose et ensuite pour le phosphoryler en position 6. Donc le système de phosphotransfert, le système d'apport par transport de groupe permet de dépenser un moins d'ATP pour importer le glucose. Et ça, c'est son intérêt. Alors, ensuite, on va parler de la croissance anaérobie. Donc, on va les ensemencer dans des tubes profonds avec un milieu gélosé, comme ça les bactéries ne peuvent pas vraiment changer de position dans le tube. Et on nous demande d'indiquer à quoi va ressembler la croissance de nos deux bactéries. Alors, les indications dans le poly qui permettent de répondre à cette question-là, si vous revenez sur la toute première partie, on voit que l'Escherichia coli est une bactérie anaérobie facultative, tandis que le Conostoc mesenteroides c'est une bactérie anaérobie aérotolérante. Donc une bactérie anaérobie facultative peut pousser en l'absence d'oxygène, mais elle pousse mieux en présence d'oxygène. Donc dans ce cas-là, notre Escherichia coli, ça va ressembler à, ça va pousser quand elle pousse, ça va ressembler à ça. Attends, c'est quoi ça? Moi, je vais juste mettre une ligne à ce moment-là. OK. Dans ce cas-là, ça va être Escherichia coli ici, tandis que le Conostoc, ça va donner quelque chose plutôt comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une bactérie anaérobie aérotolérante. Donc,
elle peut pousser en présence d'oxygène, mais elle ne pousse pas mieux en présence d'oxygène qu'en son absence. Donc ça va donner une croissance uniforme dans tout le tube, du bas, là où on a sont des conditions d'anaérobie, aussi bien qu'en haut. En fait, elle ne va pas pousser mieux en présence d'oxygène. Alors, quelles enzymes possèdent ces deux souches de bactéries pour tolérer les formes toxiques d'oxygène? Alors, l'enzyme essentielle pour survivre en présence d'oxygène, c'est le superoxyde dismutase. Donc, les deux souches ont besoin de la superoxyde dismutase. Donc, le Conostoc et Escherichia coli vont avoir le superoxyde dismutase, tandis que pour utiliser une chaîne de transport d'électrons avec des cytochromes, on a besoin d'une catalase en plus, de façon générale, pour convertir le peroxyde en l'eau oxygénée en eau et dioxygène. Donc c'est ça. Et on ne trouvera pas la catalase chez le Conostoc. Donc ça, ce sont les deux questions de cours sur la croissance bactérienne en présence ou en absence d'oxygène. Ah ben voilà. Voilà, donc ça c'est un peu la description de cette partie-là. Ensuite, sur le métabolisme anaérobie. Les deux bactéries peuvent effectuer une phosphorylation au niveau du groupe de substrat, non, phosphorylation via la dégradation du glucose en présence et en absence de l'oxygène. À quoi sert ce processus? Alors, on trouve dans l'énoncé ici ce terme-là, phosphorylation au niveau du substrat, qui est quelque chose en lien avec la génération de l'ATP, par une voie métabolique en particulier. Donc, et vraiment, c'est ça l'indice pour trouver la réponse à cette question-là. Donc, à quoi sert ce processus? Ben, ça sert à générer de l'ATP. C'est ça l'objectif de la phosphorylation au niveau du substrat. Alors, quelle est la définition de la fermentation? Non, c'est une question un peu de cours, mais alors que dire de ça? Donc, c'est un métabolisme anaérobie. Ça, c'est la chose la plus importante qui permet de générer de l'ATP et une ADH accessoirement à partir d'une source organique de carbone. Organique sans l'utilisation d'un accepteur d'électrons. Ok, donc c'est ça qui distingue la fermentation de, par exemple, la respiration anaérobie. Donc il n'y a pas d'accepteur d'électrons inorganique pour la fermentation. Alors, donc on va avoir une petite indication sur quelques questions sur la fermentation chez Leuconostoc mesenteroides par la suite.
avec la voie catabolique de glucose chez cette bactérie présentée sur le poly. Et on a quelques questions. Alors, comment s'appelle cette voie? Donc, comment on peut répondre à la question? On voit on commence avec le glucose ici et on finit par deux produits distincts de fermentation qui sont à la fin avec quelque part au milieu le pyruvate. Donc le processus qui va commencer avec le glucose et qui va générer de l'ATP en menant jusqu'au pyruvate, c'est la glycolyse. De façon générale, mais la glycolyse chez les bactéries, ce n'est pas, on ne dispose pas d'une seule voie de glycolyse. Il en existe trois, donc la voie Embden-Meyerhof, la voie Erdner-Dudroff et la voie des pentoses phosphates. Et donc il faut choisir laquelle entre ces trois est impliquée ici. Donc quand on regarde bien, dans cette voie, on passe du glucose jusqu'au ribulose 5-phosphate. Donc le glucose, c'est un hexose et le ribulose, c'est une pentose. On a un pentose phosphate ici et on perd un carbone à ce moment-là qui est éjecté en forme sous-forme de CO2. Donc, puisqu'on passe d'un hexose à un pentose phosphate, c'est la voie des pentoses phosphates. Quel est son rôle pour les bactéries? Comme toute la glycolyse, c'est quelque chose qui permet de générer de l'ATP. C'est un peu une question piège parce qu'on pourrait se demander, voilà, la voie pentose-phosphate, son seul rôle dans le métabolisme bactérien n'est pas uniquement dans le métabolisme énergétique parce que le ribulose 5-phosphate, c'est une précurseur pour tous les acides nucléiques et les nucléotides parce qu'on commence par ce sont des ribonucléiques acides ou le désoxyribonucléique acide. Donc, on a besoin de générer le ribose pour fabriquer de l'ADN et de l'ARN et ça commence par la voie des pentoses phosphates. Mais ça, c'est pas vraiment la réponse recherchée ici, même si on peut considérer que c'est vrai. Donc, mais ici, dans le métabolisme énergétique de ces bactéries, donc on utilise la voie pentose phosphate et la glycolyse pour générer de l'ATP et c'est ce qui se passe ici avec la glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase qui permet de rajouter une molécule de phosphate sur le phosphoglycéride, glycéraldéhyde phosphate. Et puis ensuite, on peut enlever ce groupement de phosphate et générer de l'ATP ici. Alors, quel type de fermentation est caractéristique pour la bactérie Leuconostoc mesenteroides? On lit aussi que dans le poly, que si on regarde tout au haut, Leuconostoc mesenteroides est une bactérie lactique. Donc c'est clairement, si on lit bien le poly, la réponse à quel type de fermentation, c'est une fermentation lactique. Mais, et on voit ici que le lactate, c'est un des produits de fermentation. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on voit, parce qu'on voit que sur l'autre branche, je la vois ici, on a l'éthanol qui est également produit. Donc on ne produit pas que l'acide lactique, mais l'acide lactique plus autre chose. Dans ce cas-là, on parle d'une fermentation hétérolactique. Donc ça, c'est la réponse ici. Alors, question suivante, question 4. Lorsqu'on ajoute le nitrate dans le milieu, on observe la bactérie Escherichia coli
peut générer de l'énergie en absence d'oxygène. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ce n'est pas la fermentation, parce que on dit que la bactérie peut pousser même lorsque la fermentation est très faible. Et ce qui se passe ici, c'est la respiration anaérobie avec l'utilisation du nitrate comme accepteur d'électrons. Ça, c'est la réponse pour cette question-là. Ok, et puis sur la partie 2, donc ça c'était un peu question générale sur le métabolisme de l'énergie. Donc sur la partie 2, ce que l'on va faire, c'est regarder les différentes phases de croissance et analyser le temps de génération d'une bactérie sous différentes conditions de culture. Donc on a une culture dans le milieu 3, le milieu complexe sans glucose avec agitation à 37. Dans le milieu 1, milieu minimum avec glucose et avec agitation, c'était en présence d'oxygène. Et dans le milieu 3, avec glucose sans agitation, donc en absence d'oxygène, en conditions d'oxygène limitantes. Alors, donc on va suivre l'évolution de la culture en fonction du temps en dénombrant les cellules, comme ce que vous avez fait en TP, et en mesurant le pH du milieu. Alors, une question pour moi qui est importante avant d'aller faire des calculs, c'est quelles sont les unités du titre. Et les unités du titre pour une bactérie, ce sont des unités formant colonie. UFC. Donc, on étale différentes dilutions de notre suspension de culture de bactéries attitrées et on va dénombrer, compter le nombre de colonies qui sont formées à différentes dilutions et ça, c'est l'unité de mesure UFC, unité formant colonie par ml. Ça, c'est nos unités. Et on considère que ça, c'est une mesure des bactéries vivantes et viables dans la culture. Donc on fait cette manip et on obtient les résultats présentés dans le tableau. Avec le temps ici, le nombre de bactéries vivantes en UFC par ml dans les trois conditions et le pH. Donc ce que vous devez faire, c'est de représenter ces données sous forme graphique avec le temps ici en axe des ordonnées, non, des abscisses, et le titre en ordonnée. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai utilisé deux types d'axes. Ici, c'est représenté sur l'échelle linéaire, tandis que ici, j'ai représenté sur l'échelle logarithmique. Et ça, c'est très important parce que ici, si vous regardez bien, on a un peu de, on voit à peu près où sont les trois phases de la courbe de croissance des bactéries, enfin, les trois premières phases, mais on ne voit pas vraiment très bien où commence et où se termine véritablement la phase de croissance exponentielle. Pour cela, il est très important d'utiliser une représentation avec le titre des bactéries en UFC par ml sur une échelle logarithmique parce que c'est ça qui permet de visualiser très clairement et apprécier cette phase de croissance exponentielle car on a une ligne droite quand on représente les titres sur une échelle logarithmique. Donc ça, c'est pas une représentation à utiliser, ça, c'est ce qu'il faut faire pour bien visualiser les trois phases de croissance. Donc on revient ici, donc les trois premières phases. Donc on a la phase de latence, phase exponentielle et phase stationnaire. Donc on voit que notre
phase de latence, ça dure facilement jusqu'à 60 minutes dans les 3 cultures, peut-être même 90 minutes pour la culture numéro 3. Ensuite, notre phase de croissance exponentielle, ça dure entre 90 minutes et 150 minutes pour la culture 1, de 90 minutes peut-être à 180 minutes pour la culture 2 et de 90 minutes jusqu'à 180 minutes pour la culture 3. Et à partir de là, quand on a des chiffres qui commencent à stagner, ça c'est notre phase stationnaire. Alors en même temps, on a vu que le pH a diminué dans la culture 3 et dans la culture 2, lorsqu'on a le glucose qui est présent. Et du coup, c'est la fermentation de glucose qui est l'origine de la diminution du pH, qui est plus rapide et plus importante lorsqu'on cultive en absence d'oxygène. Et pourquoi? Parce qu'on est en l'absence d'oxygène. La fermentation sera privilégiée comme voie de métabolisme énergétique. Donc c'est important de comprendre que même en présence d'oxygène, on peut avoir la fermentation peut avoir lieu lorsque on a une concentration élevée de glucose, quand le glucose est en abondance. Donc on peut avoir un mélange de sorte de métabolisme un peu mélangé avec fermentation plus inspiration en même temps. C'est pour ça que le pH va diminuer même quand on a la présence d'oxygène. Mais en absence d'oxygène, les bactéries doivent dépendre intégralement sur des voies métaboliques anaérobies et notamment la fermentation. Donc on aura plus de fermentation, le pH va diminuer plus rapidement et plus bas quand on a glucose sans oxygène. Et la dernière partie du cours, c'est de déterminer le temps de génération de la bactérie dans ces 3 conditions de croissance. Donc, ce que l'on doit faire, et voilà, le nombre et le temps de génération, le nombre de générations, ça va dépendre de quel laps de temps on utilise. Donc, il n'y a pas, c'est pas un truc indépendant de ce qu'on utilise pour faire des calculs, ça. Tandis que le temps de génération G, oui, ça c'est quelque chose d'intrinsèque sur la courbe. Donc, pour effectuer ce calcul-là, vous avez besoin d'utiliser cette formule-là qui était présentée en cours pour calculer le nombre de générations entre le temps 0 et le temps t à partir de logarithme du nombre de bactéries du titre à ces différents temps. Une fois qu'on a ça, on peut calculer le temps de génération. Donc, pour ce calcul-là, on va utiliser la phase exponentielle de croissance et pour qu'on soit sûr du calcul, il faut utiliser un laps de temps qui contient 3 points de données au minimum. Donc, on regarde un peu les courbes et on voit là où on a 3 points de données dans la partie exponentielle de la courbe. Donc, pour la culture numéro 1 en bleu, ici, on peut utiliser le temps 0, 90 minutes. Attends, je refais ça. Le temps t, 150 minutes. Pour la culture 2, la même chose.
Tandis que ici, ça serait peut-être bien d'utiliser un peu plus loin le temps 120 minutes et 180 minutes. Et donc, on utilise le graphe pour choisir quel temps on utilise. Une fois qu'on a fait ça, donc on prend les valeurs que l'on veut utiliser donc pour notre calcul. Donc, ce que j'avais dit ici, là, 90 minutes, 150 minutes pour les cultures 1 et 2 et 120 minutes, 180 minutes pour la culture 3. Et je vais essayer de montrer ça. Attends. Ok, donc on va utiliser ces deux valeurs-là pour la première culture. Ces deux valeurs-là pour la deuxième culture. Et pour la troisième culture, ça serait pas mal d'utiliser ces deux valeurs. Donc on repère les bonnes valeurs à utiliser. On sort sa calculette. On calcule le log de ces valeurs. Donc N0 log, c'est le nombre de bactéries à ce temps-là, temps 90 minutes. NT, c'est le nombre de bactéries à ce temps-là. Ensuite, on effectue ce petit calcul-là. Donc c'est ça moins ça divisé par 0,31. Donc ça va être notre nombre de générations. Le temps, bon bah ici c'est pour chacun, c'est 60 minutes. 60 minutes. Et finalement, on calcule notre temps de génération. OK. Donc, je ne vais pas vous donner les réponses pour ça. Ça, c'est juste, il faut suivre les étapes et tester. Ah, tiens, quoique, ouais, je vais donner les réponses. Donc ça, on doit obtenir un résultat. Ouais, allez, si ça marche, 17,9 minutes, 18,3 minutes et finalement 33,6 minutes. Donc ça doit être la réponse recherchée, si vous effectuez bien le calcul. Dernière chose, donc une fois qu'on a fait ça, on a cette question-là, interpréter ces résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut déjà avoir une idée de ce que c'est le résultat. Bon, déjà, on a une... donc, qu'est-ce que c'est les résultats? Voilà, on réfère un petit peu aux valeurs que l'on a. Notre taux de croissance est plus rapide en présence d'oxygène, les conditions de culture 1 et 2, qu'en l'absence d'oxygène. Donc nos bactéries sont des bactéries qui préfèrent pousser en présence d'oxygène, mais néanmoins, il y a une croissance en l'absence de l'oxygène. La courbe 3, les bactéries ne restent pas statiques. Elles sont capables de pousser en absence de l'oxygène, mais elles poussent mieux en présence d'oxygène. Donc les bactéries sont des
anaérobie facultative. Une chose qui est un petit peu surprenant dans cette manip-là, c'est que elle pousse aussi bien en milieu minimum qu'en milieu complexe. Mais on peut se demander si on n'a pas une sorte de compensation avec la présence de glucose dans le milieu minimum, ça permet une croissance rapide, tandis que on ne va pas pousser si rapidement que ça en un milieu complexe sans glucose. Que dire d'autre pour ça? Ouais, je pense que c'est qu'est-ce que c'est à peu près. Ouais, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Ouais, anaérobie facultative, ouais, ouais. Ouais, une autre chose qui est intéressante, c'est que permet une croissance plus rapide, c'est-à-dire le temps des générations plus court. Et la quantité totale de bactéries est plus élevée. Pourquoi je dis ça? Parce que la phase stationnaire pour les cultures en présence d'oxygène est largement plus élevée que la culture en absence d'oxygène. Donc on obtient, si on regarde, c'est sur une échelle logarithmique ici, on a un facteur de 10 en termes de quantité totale de bactéries qui peuvent être qui peuvent être soutenues ou qui peuvent être produites dans un milieu, dans le même milieu de culture, mais en présence d'oxygène. Donc on a deux choses qui sont différentes avec un métabolisme par respiration. On a la vitesse de croissance qui est plus élevée et la quantité totale de croissance lors de la phase stationnaire qui est plus élevée par un facteur de 10. Ok, donc ça c'était le corrigé pour le TD2 et je vais enchaîner par le corrigé sur le TD3. Voilà, dans le prochain vidéo.